Préparer une animation commerciale. Pour organiser une animation commerciale, il convient de déterminer un cahier des charges qui comprendra les éléments suivants: l'objectif et la cible, les produits, les techniques d'animation utilisées, les dates et horaires, l'emplacement, les ressources nécessaires en termes de ressources matérielles, humaines et financières, la communication sur l'animation, telles que par exemple la PLV, les annonces micro, l'affichage, etc., et les outils commerciaux. Commençons par l'objectif et la cible. En fonction des performances commerciales de l'enseigne et du contexte, il faut déterminer les objectifs de l'animation, aussi bien au niveau quantitatif, augmentation du chiffre d'affaires, du panier moyen, etc., que qualitatif, c'est-à-dire cognitif, affectif et conatif. Une fois ces objectifs déterminés, il s'agit d'identifier le cœur de cible auquel s'adresse l'animation. Autre élément du cahier des charges, les produits. Le choix des produits sur lesquels porte une animation est conditionné par les objectifs fixés et la cible visée, ainsi que par d'autres facteurs tels qu'une décision prise par le réseau ou l'enseigne ou encore le désir d'un fournisseur de mettre en avant certains produits de sa gamme. L'enseigne ou le responsable devra également décider des prix pratiqués. Les techniques d'animation utilisées. Une animation commerciale en magasin combine souvent plusieurs techniques d'animation. Ce choix s'effectue en fonction de la nature des produits, des objectifs fixés et des ressources disponibles pour sa mise en place. Date et horaire. L'unité commerciale peut choisir de mettre en place une animation durant les événements calendaires, Noël, Pâques par exemple, les événements spécifiques à l'UC, anniversaire du magasin, ou au contraire pendant les périodes creuses afin de dynamiser les ventes. Afin de toucher le maximum de personnes, il est préférable de privilégier les jours et l'horaire où la fréquentation de l'UC est la plus forte, souvent les samedis pour les UC physiques. Autre élément important du cahier des charges, l'emplacement. L'emplacement de l'animation au sein de l'unité commerciale doit être stratégique. Les zones les plus fréquemment utilisées pour l'installation d'animation sont l'allée centrale et les allées promotionnelles, propices aux achats d'impulsion. Le but est d'attirer l'attention des clients et de disposer d'une place suffisante. Pour les UC virtuels, une animation est souvent présentée sur la page d'accueil et ou en bannière fixe sur tout le site. Les ressources nécessaires, en termes de ressources matérielles, le stock de produits et d'échantillons, mobilier, décoration, équipement pour la diffusion de la musique, des prises électriques, etc. Ressources humaines, réorganisation du travail de l'équipe commerciale pour mettre en place l'animation, assurer le réapprovisionnement et le suivi, recrutement d'un animateur, etc. Autres ressources nécessaires, les ressources financières, l'établissement d'un budget prévisionnel qui tient compte de l'ensemble des coûts. L'UC peut mettre en place un partenariat avec un fournisseur ou une marque. Mise à disposition d'un animateur, d'échantillons, la négociation d'un prix d'achat, formation de l'équipe sur le produit et les techniques d'animation, etc. Communication sur l'animation. Un des objectifs de l'animation étant de créer du trafic dans le point de vente, il est essentiel de communiquer sur cette opération. L'UC dispose de plusieurs moyens. La PLV, la publicité sur le lieu de vente, permet aux clients de se repérer au sein du point de vente, d'identifier le lieu de l'animation et l'offre. Les annonces micro, réalisées sur le lieu de vente à fréquence régulière, elles participent au dynamisme de l'animation et permettent de générer du trafic. L'affichage, il permet d'annoncer les lieux et dates de l'animation, que ce soit à l'intérieur du point de vente ou à l'extérieur, sur le parking par exemple. Distribution d'ISA, les imprimés sans adresse peuvent être utilisés dans le cadre d'une opération de street marketing. Les réseaux sociaux, ils peuvent être utilisés pour relayer l'information concernant l'animation aux followers de l'enseigne, sur les pages dédiées, par un post, etc. Les SMS géocalisés, ces SMS à vocation marketing sont envoyés aux destinataires lorsque ceux-ci passent devant l'UC ou sont présents dans un périmètre géographique donné. Et enfin, dernier axe de la communication sur l'animation, les médias de masse. Les plus utilisés sont l'affichage urbain, la radio et la presse locale. Des outils commerciaux sont également à prévoir dans le cahier des charges,
la conception d'argumentaire de vente pour l'animateur, la conception d'une étude de satisfaction de la clientèle. Respecter les contraintes réglementaires. Pour pouvoir être mise en œuvre, une animation doit respecter les législations suivantes. Règles d'hygiène et de sécurité. L'animation ne doit pas gêner la circulation ou l'évacuation du magasin. La chaîne du froid doit être respectée lorsque des dégustations sont organisées. Les droits d'auteur. Pour diffuser de la musique, une demande de droit doit être effectuée auprès de la SACEM, la Société des auteurs et des compositeurs et éditeurs de musique. Les règles d'occupation de la voie publique. Une demande d'autorisation doit être effectuée auprès de la mairie ou de la préfecture si l'animation a lieu sur la voie publique, des pompiers si elle a lieu sur le parking de UC ou de la direction du centre commercial si elle a lieu au sein de celui-ci. Autorisation pour l'ouverture temporaire d'un débit de boisson à la mairie. Respect de la réglementation sur les mentions des ISA, ne pas jeter sur la voie publique, mention obligatoire. Respect du RGPD, le règlement général sur la protection des données, pour la collecte des données des clients et la diffusion des newsletters. Planifier l'animation à l'aide d'un rétro-planning. L'unité commerciale doit concevoir un rétro-planning qui permet de planifier les différentes tâches à mettre en œuvre pour réaliser l'animation, d'évaluer leur durée et de déterminer la date à laquelle elles devront être effectuées. Il s'agit d'une méthode de planification inversée conçue en partant de la date de fin du projet et en remontant le temps en positionnant les différents jalons et étapes du projet. Ce planning peut être réalisé grâce au logiciel Gantt Project. L'élaboration du rétro-planning suit d'ailleurs plusieurs étapes. Il est nécessaire de lister les tâches, d'ordonnancer les tâches et de classer les tâches. Lister les tâches sans se préoccuper de leur ordre et attribuer une lettre à chacune. Établir ensuite, pour chaque tâche, la durée nécessaire à sa réalisation, ainsi que les personnes qui en seront chargées. Ordonnancer les tâches, il s'agit de repérer l'enchaînement des tâches et identifier leurs dépendances les unes par rapport aux autres. Par exemple, la tâche C ne pourra être menée qu'une fois la tâche A terminée, puis les classer dans un ordre logique et permettant de respecter toutes les contraintes. Et enfin, classer les tâches, programmer les différentes tâches en prenant en compte les jours ouvrés, en remontant le temps depuis la date de fin de projet. Par exemple, à l'arrivée du printemps, un magasin Castorama organise une animation afin de dynamiser les ventes du rayon Karcher. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7. L'action se déroulera le samedi 11 avril de l'année N. Les tâches sont répertoriées donc A, B, C et dans l'ordre alphabétique, et chacune des tâches a son intitulé. Par exemple, la tâche A, définir les modalités de l'animation, date, durée, choix des produits, et pour effectuer cette tâche A, son auteur a besoin de 1 jour. Il n'y a aucune antériorité à cette tâche, c'est-à-dire qu'elle peut être faite d'emblée, sans qu'aucune autre tâche n'ait été effectuée au préalable. Les ressources concernées sont des ressources humaines, c'est-à-dire le responsable et l'équipe commerciale. La tâche B, quant à elle, qui concerne la négociation du prix d'achat des produits avec les fournisseurs, a une durée de 2 jours, mais elle ne pourra être effectuée que lorsque la tâche A sera terminée. La tâche B a donc une antériorité de tâche A. La tâche B ne pourra commencer que lorsque la tâche A sera terminée. Des ressources humaines concernées par la tâche B sont ici le responsable.